Bonjour Christian, vous êtes un ancien d'HEC, Oui. vous vous passionnez pour l'intelligence économique et l'innovation depuis de nombreuses années, c'est pourquoi nous vous recevons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre parcours? Qui êtes-vous? Donc, moi, j'ai deux parcours qui sont déroulés en parallèle. Un premier professionnel, un deuxième associatif. Le premier parcours était d'abord dans le luxe, au sein des groupes Cartier et le VMH, où j'ai occupé des fonctions de direction de l'organisation, direction des systèmes d'information, direction supply chain. Entre les deux, j'ai monté une entreprise de communication B2B que j'ai revendue 4 ans après. Après, je suis parti dans le conseil en stratégie, ce qui m'a amené à être embauché par un client qui s'appelait Ricoh, donc l'industriel du photocopieur, pour qui j'avais identifié des relais de croissance autour du service et sortir un petit peu de l'océan rouge, donc de la lutte du différentiel juste par les prix autour des machines. Et donc j'ai monté tout le département conseil, donc conseil en organisation, autour de la gestion du document et de la valorisation des informations non structurées dans l'entreprise, qui est 80% de l'information. Je les ai quittés en 2011 pour... Ça, c'est du management des connaissances, en quelque sorte. Oui, Hein, pour repartir sur le conseil en stratégie et innovation, mais innovation partagée, dans des environnements très technologiques, pour des entreprises très technologiques, mais également des centres de recherche. À côté de ça, j'ai un parcours associatif assez riche aussi, Oui. parce qu'en 2005, j'ai monté un think tank composé que de dirigeants d'entreprise, autour de tout ce qui est intelligence économique et innovation. Notre objectif étant de produire des méthodes pragmatiques et simples pour les dirigeants d'entreprise, donc quelque part aussi pour nous. Et en 2014, vous faites l'intelligence économique au service de l'innovation, qui est un peu le chef-d'œuvre de votre carrière, on peut le dire? Pas du tout, non. C'est une des étapes, parce que d'abord, c'est le troisième ouvrage, qui est l'issue du think tank. Le premier ouvrage était téléchargeable, qui était autour d'une méthode qu'on avait inventée, qui s'appelle la méthode MADI, qu'on a inventée, méthode d'aide à la décision par l'intelligence économique. Cette méthode a été primée en 2008 par l'Académie d'intelligence économique. Ensuite, il y a un deuxième ouvrage, mais Oui. aussi papier, qui était publié par Erol, qui est le guide pratique de l'intelligence économique, qui est préfacé par un monsieur qui s'appelle Alain Juillet, qui était alors haut responsable à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Et un deuxième ouvrage qui vient de sortir toujours aux éditions Erol, qui traite des apports de l'intelligence économique à l'innovation. Donc, avec des méthodes et beaucoup d'exemples. Il y a 91 sociétés qui sont citées dans cet ouvrage, et notamment un certain nombre d'entre elles qui ont accepté qu'on dévoile une partie de leur stratégie d'innovation et de leur stratégie tout court autour de tout ce qui est innovation. Donc, il y a plusieurs thématiques. Il y a effectivement les apports de l'information et de la connaissance dans l'innovation. Il y a également toute la valorisation du capital immatériel, la protection de ce que l'on doit protéger. Il y a toute la partie protection du capital immatériel et comment je vais mener mes négociations par rapport à cette propriété intellectuelle. Et puis toute la partie transformation des organisations. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, d'abord, pas depuis qu'aujourd'hui, que ce n'est pas les processus qui vont porter l'entreprise, mais que ce sont les hommes qui vont porter l'entreprise autour de projets qui ont du sens. Alors, c'est quoi l'innovation, justement? Alors, vous avez beaucoup travaillé sur l'innovation, donc c'est quoi l'innovation? C'est une bonne question. L'innovation, on peut la mettre en parallèle. C'est quoi la différence entre une invention et une innovation? Une innovation, c'est avec quelque chose qui va créer un avantage concurrentiel sur un marché et qui va trouver son couple produit-marché. Ça, c'est extrêmement important. C'est différent d'une idée. Une idée, c'est en l'air. Ça peut être une très bonne idée, mais ce n'est pas obligatoirement une réponse à un marché. Tandis que là, l'innovation, il faut qu'elle trouve... Elle rencontre un public, qu'elle rencontre un marché. Pas d'innovation, pas de marché, pas d'innovation. Une idée, en plus, je pense qu'il est facile d'avoir des idées, plus difficile de mettre en œuvre. J'ai l'habitude de dire, enfin je ne suis pas le seul, que la stratégie c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Et l'intelligence économique, alors c'est quoi l'intelligence économique? Et pourquoi c'est important par rapport à l'innovation? Alors,
L'intelligence économique, moi, je suis fait mienne la définition d'Alain Juillet. Donc, il dit l'intelligence économique, c'est un mode de gouvernance dont l'objet est la maîtrise des informations stratégiques. Maîtriser ces informations stratégiques, c'est quoi? C'est d'une part détecter ce qui est décisif et qui va me permettre d'orienter mon action, voire d'alimenter ma réflexion stratégique, mais également protéger ce qui est important de protéger dans l'entreprise. Avec pour finalité la compétitivité et la sécurité de l'économie et des entreprises. Et moi, je l'implémente un petit peu en citant Aristote, qui dit c'est en percevant le mouvement qu'on en perçoit le sens. Or, on ne peut percevoir les mouvements que si on capte de l'information. Et lorsque, par rapport à cette définition d'Aristote, moi j'aime bien la mettre en parallèle à la période à laquelle on est aujourd'hui, de transition en termes de modèle de société. Si on se tourne vers l'arrière, vers le passé, et qu'on regarde un petit peu les différentes transformations, on est passé du chasseur-cueilleur à la vie de mer, à la naissance des vies de mer. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé à la naissance des vies de mer? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont concaténées, et notamment une innovation majeure, c'est apprendre à irriguer. Mais le fait qu'on change, qu'on passe du mode chasseur-cueilleur à un mode un petit peu urbain ou ville-mer, voire village, ou de centralisation, ça amène une modification de la perception de son environnement et du monde. Ça, c'est le premier grand changement. Le deuxième grand changement s'est produit à l'Antiquité, quand Aristote et Ptolémée ont découvert que la Terre était ronde. Oui. Donc, de ce fait, on avait une deuxième perception du monde, et en fait, le monde tournait autour de la Terre. On était dans un monde géocentrique. Et puis, il y a eu d'autres choses qui sont passées derrière et qui nous ont amenés sur les temps modernes, avec la gravitation universelle, découverte par Newton. Et en fait, tout le monde tournait autour de tout le monde. Et là est arrivé, en plus, le deuxième mode de communication, qui était Gutenberg, le premier étant arrivé sous l'Antiquité, enfin, un petit peu avant même, qui était toute l'écriture. Et ensuite, on est arrivé à la fin, à l'époque contemporaine, où on a commencé à déborder même de l'espace Terre. Maintenant, on est au-delà de la Terre, on a les satellites, etc. Et puis, il arrive d'Internet, un certain nombre de choses, qui fait qu'on a une nouvelle perception du monde, qui est totalement différente. Et moi, je reste convaincu en fait que cette perception du monde cette modification de perception du monde fait qu'on arrive sur une modification du mode de société. Alors, ceci étant dit, vers où va-t-on et l'entreprise là-dedans? Donc, je pense qu'on va vers un monde, si on n'y est pas déjà, d'archipels, voire de communautés, qui peuvent se diviser aujourd'hui en deux. D'un côté, les métropoles, quand on voit que les 300 premières métropoles mondiales pèsent pour 47% du PIB, il y a quand même un certain poids. En plus, il y a une décentralisation de plus importante des décisions et des pouvoirs vers ces métropoles. De l'autre côté, au niveau des entreprises, les 500 premières entreprises mondiales contrôlent 30% du PIB. Et l'on voit de plus en plus des contentieux entre les États-nations et ces mêmes entreprises, et qui, dans 56% des cas, se traduisent à l'avantage de ces mêmes entreprises. Donc il y a une remise en cause totale des modèles préexistants. Et même Laurent Fabius disait, donc ministre d'État, le 15 septembre 2014 sur France Inter, au 7-9, qu'aujourd'hui la notion d'État-nation se dissout, et d'où les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Donc cet avis est partagé. Alors moi, en entreprise, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Dans ma planification stratégique et dans ma segmentation traditionnelle, je vais peut-être aborder les choses de façon différente. Et je vais plutôt essayer de me transformer peut-être moi-même en communauté, voire en hub, ou aller viser ou m'accrocher à des communautés constituées ou en cours de constitution. Et ces communautés qui sont extrêmement complexes aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas unitaires, uniques, mais elles sont traversées de différents courants. Je peux être dans le collaboratif ou dans l'associatif, et en même temps être un fervent des voitures de sport, enfin peu importe. Donc c'est les stratégies de Google, notamment du big data, qui ont essayé d'analyser ça et de faire des rapprochements
pour justement identifier des communautés qui ont des pratiques et des intérêts voisines, et donc leur produire des offres et les enfermer dans des écosystèmes. Quelle est votre singularité dans ce parcours? Qu'est-ce qui vous semble tout à fait particulier dans votre parcours? Ce qui est singulier dans mon parcours, c'est que c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que d'une part, d'avoir passé longtemps dans le monde du luxe, j'ai compris assez tôt tout ce marketing du rêve et ce marketing autour de reconnaissance ou d'accès à des territoires. Donc là, il y a peut-être une relation avec les communautés que j'évoquais il y a quelques instants. Et la deuxième chose, c'est que moi, je suis passé et par la création d'entreprise, par la direction d'entreprise, et puis depuis très longtemps, je pilote des centres de profit, fait que je suis dans le business développement. Et ça, c'est un petit peu renforcé aussi, que j'ai une épouse qui est une créatrice d'entreprise au pluriel, qui fait que à la maison, la création d'entreprise et le business développement, c'est notre quotidien. Donc ces deux choses, on n'est pas seulement dans le concept. Enfin, on n'est pas du tout dans le concept. Et puis à côté de ça, moi, le fait que j'ai développé au travers du think tank, du groupe Technologie Avancée, de l'association HEC, des approches plus conceptuelles pour venir alimenter la réflexion et très transversale. D'ailleurs, c'est même ouvert au nom de HEC. C'est un principe de base, d'ailleurs. On peut pas, je vois une parenthèse, mais on ne peut pas promouvoir l'innovation partagée et ne pas s'ouvrir en même temps. Fait que ces regards croisés et cette ouverture me permet de développer des approches et peut-être avoir une hauteur de vue ou un recul pour aller me projeter sur les marchés de demain, essayer d'identifier les tendances et de voir comment je vais me positionner moi sur mon business développement. Jean-Charles Caillé, vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille. Quel est, en tant qu'enseignant dans l'Université catholique de Lille, ce qui vous intéresse dans le profil de Christian? Tout d'abord, profiter de la présence de Christian pour lui poser la question en revenant sur la notion d'innovation. Donc, vous avez bien expliqué un peu votre définition par rapport au marché. En amont de l'innovation, il y a la notion de créativité qui est importante, que nous essayons de travailler aussi à l'université, dans des programmes avec des étudiants en école d'ingénieurs, en faculté. Et cette créativité qui nécessite souvent de travailler ensemble, avec du travail collaboratif, des méthodes de coworking, entre autres. Et on essaye d'aider les étudiants à trouver de nouvelles idées pour les transformer après peut-être en processus d'innovation. Vous avez parlé d'une méthode que vous avez inventée, d'aide à la décision en intelligence économique. Ma question, c'est comment est-ce que dans vos différentes expériences, vous avez pu aider des entreprises ou le faire par vous-même pour passer justement de cette création d'idées, cette façon de travailler peut-être différemment sur une mise en application et puis vraiment ce qu'on peut appeler aujourd'hui de l'innovation, le prototypage un peu. Ok. Donc on peut renommer soit design thinking ou idéation. Par exemple. Donc je vais mettre vraiment côté entreprise. Aujourd'hui, je ne vais faire de l'innovation, de l'idéation ou de la création d'idées que si en amont j'ai une stratégie, c'est le prérequis. Ma vision à 20 ou 30 ans, ce qui peut paraître un peu étonnant de se poser ce genre de questions aujourd'hui, mais je pense que c'est très important de se le mettre à 20 ou 30 ans, peut-être même des délais plus longs. D'abord, ça permet de lever les contraintes opérationnelles, en court terme, mais également cette voie donne le cap. Sans le cap, je vais sortir plein d'idées. Mais en quoi vont-elles être cohérentes avec des savoir-faire exportés, des marchés sur lesquels je suis déjà, voire des tendances que j'ai détectées au travers des informations que j'ai pu avoir à droite à gauche, et pas nécessairement de façon électronique, mais l'humain est très important. Donc je vais orienter cette idéation. Je vais prendre un exemple peut-être un petit peu trivial, mais autour de la télésanté. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des déserts médicaux. En France, il y a plus de 500 déserts médicaux. Donc ça veut dire que je suis à plus d'une heure, voire 2 heures d'un médecin. Comment je réponds à cette attente? Donc si je vais faire du design thinking autour de ça, ou de l'idéation, je vais être pour répondre à cette problématique. Il s'agit de la cadrer. Je vais la cadrer et je vais faire une réflexion sans réinventer le monde, mais peut-être en m'appuyant sur des technologies existantes et faire de l'agglomération de technologies et de savoir-faire
pour produire une offre ou des offres avec des business models imbriqués. Qui peuvent amener, par exemple, ce qu'a fait la société HKD qui fait des cabines de télémédecine, à proposer des politiques de santé avec des business models adaptés, non seulement aux problématiques des populations terrain, aux problématiques de l'État, de la CNAM ou des médecins, et aux problématiques également de tout ce qui est autour de la personne, la famille, etc. Donc la politique de santé va être globale, peut intéresser soit des gens au niveau de la prévention, sur le suivi des maladies chroniques, voire des gens plus âgés qu'on va retrouver dans les EHPAD. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, bien sûr. Pour la compléter toujours cette question, et en attendant votre réponse, si par exemple en se replaçant dans le milieu de l'entreprise, justement une idéation, une nouvelle idée est créée avec des méthodes d'intelligence collective en lien avec la stratégie de l'entreprise, Oui. en lien avec des problématiques, arrive ensuite le moment de l'expérimenter. Je pense que c'est un terme qui vous est cher, l'expérimentation. Est-ce que justement, cette nouvelle idée, il y a des façons de l'expérimenter dans l'entreprise qui permettent l'articulation entre ce qui va être nouveau, ce que l'idéation va apporter de créatif, et puis gérer le quotidien de l'entreprise qui souvent est structuré sur des silos ou des business units ou des organisations. Et là, quels pourraient être ou quels ont été vos apports dans la réflexion justement pour cette articulation entre le nouveau, le plus transversal, parfois pluridisciplinaire, et puis le quotidien qui quelquefois, lui, est monodisciplinaire. Alors, dans le processus d'idéation, donc de design de nouvelles offres, ce processus, il est conduit parce qu'on a détecté, entre guillemets, des insights, des attentes marché non satisfaites. Et il doit répondre à quelques questions, toutes bêtes. C'est pourquoi faire, pour qui, comment le faire, et surtout, en très gros, avec qui le faire. Oui. Plus je fais de co-innovation, d'abord plus je vais intégrer de savoir-faire, plus je vais être intelligent parce qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, et plus je vais embarquer un écosystème. Le meilleur cas de figure, c'est d'innover avec ses clients. Donc, ou ses prospects. Donc j'innove avec mes clients prospects, à partir du moment où j'innove avec eux, je suis quasiment sûr qu'à la fin, ils vont signer, et en plus, ça va être mes meilleurs promoteurs. Mes meilleurs promoteurs. L'autre point également, c'est que faire de l'innovation, tout le monde n'est pas un grand groupe, tout le monde n'a pas des moyens démesurés, même les grands groupes, fait qu'on va partager les risques. Mais également, il faut également partager les recettes de la propriété. Donc, à partir du moment où je vais faire de la co-innovation, que je vais partager les risques financiers, on va y aller à plusieurs. Si en plus j'innove avec un client, je vais pouvoir expérimenter. Plus j'expérimente tôt, et plus je vais pouvoir affiner mon offre, voire pivoter. Je vais reprendre l'exemple de la télémédecine. Si au début, je pars sur un projet de cabine de télémédecine qui permet de faire de la téléconsultation, à la fin, je vais proposer des programmes de télésanté globaux, donc j'ai pivoté quelque part. Une autre entreprise qui est dans la région, qui s'appelle Udrops, qui fait du retraitement d'huile radioactive, a su pivoter pour aller faire du retraitement d'huile de piscine, d'eau blanche autour de produits par certains effluents industriels, etc. Donc tout ça pour dire que je peux finir ma pensée. Je vous en prie. Tout ça pour dire qu'il est extrêmement important d'innover avec quelqu'un. Peut-être juste une dernière question par rapport à ça. Vous parlez d'expérimentation, donc oui, l'expérimentation, de la nécessité, parce que c'était le point vraiment oui, le important. deuxième point que je voulais voir. Et c'est là, dans l'expérimentation, il y a un acteur qu'on n'en a pas encore évoqué aujourd'hui qui est majeur. C'est la région, le territoire. La région et le territoire, pour les entreprises locales, est le meilleur lieu d'expérimentation. D'abord parce qu'il est local, c'est quand même plus facile que... En plus, la région, elle va pousser des champions, des futurs champions, elle va les aider. Et donc, elle crée un proof of concept, elle valide le concept, et en plus, ça devient une référence extrêmement importante pour cette entreprise pour aller se déployer vers d'autres métropoles ou d'autres marchés, et encore mieux, vers l'international. Donc, je pense que les régions ont un rôle majeur à mener dans l'expérimentation.
Et peut-être qu'il faut revoir le code des marchés publics par rapport à ça, et notamment la partie procédure adaptée. D'accord. Claude Roche, donc vous êtes consultant. Quel est le lien avec la dimension entreprise que vous percevez dans ce que dit notre Moi, j'aimerais vous invité interroger Christian sur Coutenceau. deux questions qui me font réagir. La première question, c'est, on l'entend souvent, mais j'aimerais que vous donniez de la chair derrière. Vous dites, l'entreprise ne sera plus portée par des processus, mais par des projets porteurs de sens. Est-ce que vous pouvez dire concrètement ce que ça peut vouloir dire je me fais aussi le porte-parole du scepticisme du français classique, l'entreprise porteur du sens, l'entreprise ça sert à faire du fric sur le dos des autres. Est-ce que vous pouvez réagir à ça Ouais. et expliquer ce que vous entendez derrière? Oui. Il est clair que, de par mon métier, j'ai mené un certain nombre de réorganisations. De réorganisation en réorganisation, au moment où il faut peut-être arrêter de s'organiser. Et l'homme, l'humain, il est où là-dedans? C'est-à-dire que le projet d'entreprise, il est où? Est-ce que c'est créer de la valeur pour l'actionnaire? Ou est-ce que c'est créer de la valeur tout court? Pour l'ensemble des parties prenantes. Les entreprises ne fonctionnent parce qu'il y a des hommes et des femmes. Donc elles ne peuvent être portées que par des hommes et des femmes. À partir du moment où on donne du sens au projet, elles vont d'autant plus impliquées. Et je vais vous donner quelques exemples de ce que j'entends par le sens. Le sens, avant on appelait ça peut-être la culture d'entreprise. J'appelle ça un petit peu l'identité de l'entreprise, ses valeurs intrinsèques. Si on prend Harley Davidson, les gens qui vont acheter une Harley, ils ne vont pas acheter une moto, ils vont d'abord acheter une communauté. Les gens qui travaillent pour Harley Davidson, ils sont fiers de produire des Harley Davidson, de travailler pour Harley Davidson. Quand j'étais chez Cartier, j'étais fier de dire je travaille chez Cartier. Et il y a plein de sociétés qui disent je suis fier de travailler pour cette entreprise. Mais pourquoi? Parce que le dirigeant, il est à côté d'eux, les dirigeants ils sont à côté d'eux, et ils portent une vision commune et partagée. Et ils portent des valeurs communes. Ça, c'est, à mon avis, c'est le fondement qu'on retrouve dans quasiment toutes, pour ne pas dire toutes les entreprises de taille intermédiaire patrimoniale, ou les groupes qui sont vraiment projetés dans la durée. Je pense à un certain nombre d'entreprises comme Tual, comme ça, qui fabriquent des orthèses, etc. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. On les retrouve beaucoup dans une association qui s'appelle la SMEP ETI. Et on voit très bien que toutes ces entreprises sont porteuses de sens. Elles sont dans la durée. Donc je me projette sur le long terme et j'emmène tout le monde. Voilà. Là, vous touchez un point qui est très important, c'est la dimension de singularité, qui est au cœur de l'innovation, puisque au fond, ce qu'on appelle l'innovation, c'est une différence incarnée dans le réel. Et une différence, ça se crée par de l'altérité, par une singularité. Comment vous associez, parce qu'on voit bien qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de singularité, qui n'ont pas de sens, et là, on voit bien que ça sera de plus en plus difficile à manager parce qu'il n'y a pas de sens partagé, donc à ce moment-là, c'est très mécanique. On voit qu'il y a des entreprises qui sont portées par le sens, qui ont une singularité, une différence. Bon, vous en avez donné une qui est très connue, Harley Davidson, qui parlera à tout le monde. Il y en a une autre, Apple, c'est pareil. Enfin, on a des entreprises qui sont quasiment mythiques, qui sont très singulières. Mais comment vous associez à cette singularité la créativité, la singularité des uns et des autres dans l'entreprise? Parce que finalement, on voit bien qu'une chose est d'affirmer une singularité, et ça peut être fait à travers un patron charismatique. Une autre est que chaque associé, partenaire, salarié de l'entreprise puisse s'exprimer dans cette vision commune. Alors, je vais d'abord vous prendre un exemple sur une organisation qui n'est pas encore mythique, mais qui va le devenir. C'est le think tank qui a créé la méthode Madi. Oui. Dans ce think tank, c'est une dizaine de personnes. Donc c'est un tout petit think tank, qui sont tous des gens qui travaillent entre 60 et 70 heures par semaine. On s'est tous mobilisés. En 18 mois, on a fait 57 réunions de travail de
20h, 21h jusqu'à minuit. Et les réunions de travail étaient des réunions de points, entre les deux on travaillait. À votre avis, pourquoi on s'est tous investis autant là-dedans? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on travaillait c'était fait par des dirigeants et pour des dirigeants. Et quand je dis pour des dirigeants, c'est aussi fait, on pensait à la France et à ce qu'on allait laisser à nos enfants. Pour nous, c'est extrêmement important. On ne veut pas que nos enfants apprennent l'anglais pour émigrer. On veut que nos enfants apprennent l'anglais pour exporter les savoir-faire français qui sont l'excellence française et la singularité française. Nos écoles d'ingénieurs, nos écoles scientifiques sont reconnues mondialement. À Silicon Valley, ça arrache nos informaticiens, etc. Il y a nos biologistes également. Donc, donc cette valeur partagée, cet objectif partagé et commun fait que tout le monde s'implique et y va. Je ne sais pas si cet exemple vous satisfait, répond à votre question. Sinon, on peut en citer d'autres. Hein. Sur ce point, justement, parce qu'on parlait de communauté, quand vous avez évoqué l'exemple d'Harley-Davidson ou d'Apple, on parle des communautés de clients, communautés d'usagers qui s'approprient vraiment une marque. Et puis, maintenant, on évoque de plus en plus et on travaille sur les communautés de collègues, d'entreprises eux-mêmes, c'est-à-dire les communautés apprenantes. Donc, ma question, ce serait, est-ce qu'on peut imaginer que ces deux types de communautés évoluent différemment ou d'une autre façon de la poser? Est-ce que si une entreprise se développe vers l'innovation, donc elle imagine de travailler vraiment sur des processus innovants, elle ne puisse pas aussi intégrer un vrai mouvement à l'intérieur? Vous parliez des collaborateurs, qui soient des mouvements de communauté apprenante, donc peut-être des façons de résoudre la fameuse articulation dont je parlais tout à l'heure entre l'idéation et le prototypage. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise vraiment innovante ne se contente pas seulement d'avoir une véritable communauté d'usagers, Lego, Apple et autres, mais n'aurait-elle pas elle-même à créer cette propre communauté en interne qui fasse que le fameux sens d'intérêt dont vous avez parlé sur le think tank, on puisse le retrouver aussi dans l'entreprise? À mon avis, c'est un prérequis. Votre avis là-dessus? À partir du moment où je partage la stratégie, que moi, dirigeant, je fais confiance, donc ça veut dire que non seulement je délègue l'action, mais je délègue aussi la décision. Que les gens qui sont aux interfaces marché, les collaborateurs, puissent prendre des décisions, dans un périmètre un peu cadré, pas que ça parte dans tous les sens, fait qu'il va y avoir des informations qui vont remonter, des idées qui vont remonter et de l'innovation. Les ferments de l'innovation, de nouvelles offres. On est là pour faire du business. Hein. Donc, si c'est pas dedans, ce ne sera pas dehors. C'est la question que je vous posais. C'est impossible. Est-ce que ça peut être dehors et ne pas être à l'intérieur? Non, autrement, je vais faire un groupe projet, mais à ce moment-là, je vais sous-traiter. Je ne vais pas collaborer. Mais les grands groupes ont bien identifié ça, et notamment c'est Louis Gallois qui dit, il a dit ça il n'y a pas très longtemps, parce que c'était en juillet 2014, il disait alors que si on veut tuer une start-up, on la rachète. C'est le meilleur moyen. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une unité, une entité de co-innovation avec mes écosystèmes, qui va interagir avec les écosystèmes, et cette entité pourra de façon libre aller se servir ou collaborer avec ou faire appel aux ressources technologiques du groupe, à ses savoir-faire, etc., avoir des collaborateurs. Et quand on regarde l'ensemble de ces projets qui sont portés au niveau, par exemple, je pense Big chez Pernod Ricard ou l'incubateur de L'Oréal, etc., ça, il y en a plein, où ils expérimentent beaucoup. Ce sont de très petites structures, c'est de 7 à 15 personnes. Quand on voit la taille des groupes, c'est rien. Et ils sont en totale liberté pour aller développer et se projeter sur les marchés de demain. Claude? Je mise sur la coupure parce que c'est un peu une question. Vous avez employé le mot embarquer un écosystème. Alors j'aimerais que vous en disiez un peu plus quand vous voulez faire de l'innovation. Vous dites il faut embarquer un écosystème. Est-ce que vous
pouvez en dire plus, donner des descriptions, et toujours pareil, en imaginant y compris que vous pouvez parler pour, je sais pas, une entreprise qui est qui est un hypermarché bien implanté localement et qui a des difficultés géographiques par construction à sortir, faire évoluer son écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous entendez par là dans les démarches d'innovation? Si j'ai dit embarquer, c'est pas le bon mot. C'est intégrer. Enfin, on est dans l'écosystème. Si on embarque en écosystème, on sous-traite. Il ne s'agit pas de sous-traiter. Il s'agit d'être en collaboratif. Alors collaboratif, ça ne veut pas dire gratuit, de coproduire les offres. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la grande distribution, mais ce que je peux vous répondre par rapport à des contraintes locales, par exemple l'implantation de magasins, moi ça m'évoque plusieurs choses. D'une part, aujourd'hui, le périmètre d'une entreprise n'est pas lié, ne s'arrête pas à ses murs, loin de là. Mais le périmètre d'une entreprise, il est de facto mondial, de par la digitalisation des pratiques. Et ceci est renforcé par toutes les nouvelles générations qui arrivent, X et Y et Z, parce qu'il faut leur donner des noms, qui, d'ici 2015, représenteront 40% des gens sur le marché du travail. Dans l'entreprise, j'espère pas sur le marché du travail, dans l'entreprise. Donc ces gens-là, ils sont nativement digitaux, ils sont nativement collaboratifs, en collaboration avec parce que c'est comme ça quand les enfants aujourd'hui, ils commencent par apprendre à se servir d'un ordinateur et après écrire. Donc ils savent interagir sans arrêt avec les écosystèmes. Et s'ils veulent de l'information, ils vont avant de demander à leur patron, ils vont d'abord aller sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, ils vont interroger leur réseau. Donc ils sont nativement collaboratifs. Tout ça pour dire que venir intégrer des écosystèmes, ça veut dire qu'avant, j'ai fait une cartographie des parties prenantes qui sont dans ma stratégie et dans les enjeux que j'ai aujourd'hui, que je vais mettre en place, peut-être créer un écosystème avec eux par rapport à des enjeux. Je pense par exemple à Domotique, ce qui est fait aujourd'hui dans la Domotique, c'est exactement ça. C'est Boulanger, je crois, qui vient de lancer une offre. Non, c'est pas Boulanger, j'ai un trou de mémoire. Quelle offre Pardon ? Quelle offre? Une offre de domotique. Donc c'est un boîtier qui permet en fait de tout commander dans la maison. Ils sont partis from scratch, mais ils ont travaillé avec des gens identifiés dans l'écosystème pour sortir ce boîtier. Donc est-ce que j'ai répondu à votre question par rapport à ça? Ce qui veut dire que j'intègre rapidement de nouvelles technologies et j'arrive à produire des offres extrêmement rapidement et surtout avoir des business models extrêmement souples par rapport à ce que peuvent payer les marchés. Merci beaucoup, Christian Coutenceau. Bravo pour votre livre « L'intelligence économique au service de l'innovation » qui inaugure donc cette série de veille sur les écosystèmes d'innovation. Merci Claude, merci Jean-Charles et à très bientôt dans notre écosystème d'innovation planétaire. Merci et bonne chance à votre écosystème. Longue vie. On a fait les trois là, mais c'était le... Oui, on a fait tout un foulée. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas coupé. Il faut aussi traiter Jean-Charles. Alors j'ai une question. Oui. J'ai une question. En région Nord-Pas-de-Calais, combien avez-vous d'entreprises de taille intermédiaire? Je sais pas. C'est pas intéressant. 1600. 1600. Ouais. Vous avez 1600 entreprises de taille intermédiaire. Alors, il faut faire le tri après dedans. Il faut enlever les filiales des grands groupes, etc. Vous avez de 400 à 500 entreprises de 250 à 5000 personnes qui sont patrimoniales. Oui. Ce sont vos champions. Oui. Ce sont vos champions. Oui, mais c'est à ça qu'effectivement. Et donc, il faut tous. Moi, je vais les voir, je les embarque. Hein. Enfin, clairement, c'est avec eux qu'il faut jouer. Parce qu'eux, ils vous suivront dans la durée. Et en plus, s'ils plongent, ils emmènent tous leurs écosystèmes. Et ils se connaissent tous entre eux. On va y aller. Oui. Je vous donne le clap, vous me laissez 3 secondes pour sortir. Alors, une seconde, si vous avez 30 secondes, on finit nos questions. Donc moi j'avais deux On thématiques. fait l'inventaire des questions avant de Je commencer. donne quand même le clap, comme ça j'enregistre même l'inventaire des questions, ça ne me gêne pas, mais pour nous, ça Ouais, me comme ça, Ah d'accord, très bien. Pas de problème. Je vous laisse parler, Ouais. pas de soucis, Ouais, au très moins ça bien. donne un clap. Moi les... Vous y êtes en enregistrement? Ouais, non. Ils sont un peu bêtes à voir, en fait.
Moi, je trouve. Et moi, je suis. J'ai deux thématiques qui pourraient faire l'objet de questions. L'une, c'était sur les risques et la capitalisation sur les risques. Autrement dit, expérimenter, c'est prendre des risques. Quid des risques et peut-on capitaliser sur ces risques? Puisqu'en général, quand il y a risque, on peut les abandonner, alors qu'il y a peut-être matière à réfléchir sur l'analyse de ces risques, leur origine. Donc le risque, ça m'intéresse. Et l'autre question, l'autre sujet qui m'intéresse, sans faire forcément de question, c'est la biodiversité. C'est-à-dire qu'on parle d'écosystème, et ce qui caractérise... Alors ça me plaît beaucoup. Ce qui caractérise un écosystème, c'est la biodiversité, ce qui sous-entend la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, Oui. la façon de travailler ensemble. Et donc, c'est pas toujours évident d'une entreprise à l'autre d'avoir ou pas cette biodiversité. Alors, soit on la travaille, soit on l'améliore, ou soit on essaye de la créer. Peut-être que cette deuxième question, elle peut... Ça vous plaît bien cette question? Ouais, j'adore. Ouais. D'accord. Bah, je très poserai bien. la question. On en parlait tout à l'heure. Ouais, je peux poser la question. C'est un Alors, on sujet va qui me pas y passionne. répondre tout de suite. Hein. Non, mais je poserai la Ouais, question. On fait l'inventaire, mais là, c'est Donc, bon, c'est si bien. j'ai qu'une question, je la poserai Ouais. sur la biodiversité. Alors moi, Et- sur la et- partie risque, je vais vous répondre par une question. Précisez ce que vous entendez par risque, en essayant d'être court. Oui, parce que ça pourrait être un risque technologique. Oui, donc après, parce qu'il y a plein de risques. Ça peut être un risque Donc, financier. En fait, c'est le risque du dirigeant quand il lance Elle est un peut-être projet. trop large. Je vais peut-être axer Mais sur- ce qu'on va faire d'ailleurs, ça me fait penser, puisque ça on l'a pas fait dans la première stade, c'est-à-dire que cette fois-ci on ne va pas passer en mode question-réponse, on va plus passer en débat. En débat. Hein, parce que c'est ce qu'on avait prévu à l'origine, mais ça on ne l'a pas du tout traité au premier. Ça peut être une bonne Donc idée, ça. on va tester un peu le côté débat. Et simplement, il faut que pour la dynamique, vous allez voir, ça va être beaucoup plus intéressant, surtout en termes de télévision, c'est vraiment, vous parlez 1 minute ou 2 minutes chaque personne. Et Il après, faudrait qu'on ne c'est soit pas quelque d'accord chose- pour un hein, c'est Mais vous ça. pouvez renvoyer la question. Vous pouvez renvoyer la question en disant. Moi, j'ai mes Fait. ouais. Mais non, ça du marché. Alors moi j'ai une question, un débat intéressant, enfin un sujet intéressant que j'aimerais traiter surtout là on est en amont, mais je ne sais pas si vous avez de l'information là-dessus et puis ça peut être intéressant. C'est au fond la diversité des écosystèmes planétaires, d'innovation justement. C'est-à-dire en quoi l'écosystème Silicon Valley est différent de l'écosystème allemand par exemple. L'écosystème japonais ou l'écosystème français ou l'écosystème sud-américain, vous voyez, des choses comme ça. Mhm. Vous avez des informations un peu là-dessus ou- Non. Non, enfin, en fait, déjà, d'abord, est-ce que Silicon Valley est un écosystème en tant que tel ou plusieurs? C'est la première chose. Parce que l'écosystème allemand, l'Allemagne, c'est un pays avant d'être un écosystème, donc je pense qu'au sein de l'Allemagne, il y a plein d'écosystèmes, et puis de partout, il y a des écosystèmes. Donc, en faut-il s'entendre autour de la définition de l'écosystème? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est de la biodiversité, qui est la définition d'un écosystème, qu'on peut appeler aussi un biotope. Parce qu'en fait, la question du risque, elle relève aussi de l'écosystème. Parce que justement, il y a des écosystèmes où c'est permis de faire du risque, enfin, où quelqu'un est valorisé s'il prend des risques ou non. Donc en fait, moi je vous propose qu'on fasse un peu ce débat autour de notre gros sujet, les écosystèmes innovants. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème innovant? On tourne un peu autour de ça. Voilà. Alors peut-être que je vais faire une petite introduction générale là-dessus. Et puis à ce moment-là, Claude, tu peux peut-être enchaîner sur cette question du risque, que je trouve extrêmement Le intéressant. risque patrimonial. Risque patrimonial, risque tout court, valorisation de la personne qui prend du risque, tout ça, on pourra rebondir là-dessus. Ou alors, on commence par ta question de la biodiversité, peut-être. C'est la question la plus large, parce que... C'est-à-dire que je pense qu'il faut d'abord parler peut-être de la biodiversité dans une entreprise, dans son marché, dans ses collaborateurs, avant de parler de la biodiversité à un niveau peut-être régional, national, voire international, parce que sinon, on va travailler le débat, je dirais, en se concentrant sur l'entreprise. C'est difficile si on part trop loin. Un écosystème innovant, c'est quoi? Alors, je peux peut-être rebondir là-dessus. Je peux vous poser un peu la question au début. Je vais vous parler. Oui. Comme ça, parce qu'on va pouvoir reposer cette question, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème innovant, un peu à tous les invités. C'est intéressant d'avoir Oui, leur effectivement. réflexion. Quelle est la définition Donc, moi, d'un écosystème déjà tout court? Voilà. Moi, si c'est possible de poser la question par distinction, parce que il y a quelques années, au moins entre guillemets, dans l'académie l'univers académique qui m'avait invité, on parlait d'écosystème
et on parlait de ville, de compétences centrées sur telle ou telle ville. C'est Mmh. le Oui, principe, c'est ça, le principe de- des pôles de De compétitivité. spécialisation. Ouais, il y a c'est ce qui donne les filières. C'est Oui. Porter qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Oui. aussi. Et alors, donc, il y a les pôles de Mmh. compétitivité, c'est la plasturgie, c'est du côté de. je sais pas, Oyonnax. de Oyonnax. Mmh. Et Lille, c'est les matériaux, des choses comme ça. Mmh. Et j'aimerais bien voir comment M. Coutenceau réagit à ça, Mmh. parce qu'il y a, ça laisse entendre qu'il y a une certaine contradiction avec la diversité. Mmh. Oui, d'accord. Il y a Bon, deux bah, choses, il y a l'écosystème et le cluster. Parce que Très bien, alors Oui. on va y aller. Ça, il faut le dire. le pôle de compétitivité, c'est un cluster en fait. Oui, non mais entre guillemets, il faut le dire à ceux qui vont vous Ouais. écouter. En fait, là, la question, elle est là plutôt pour vous faire réagir. Recevons Christian Coutenceau pour parler tous ensemble des écosystèmes innovants. En fait, on ne voit pas le rouge. Ça. Non, il est seulement dans le Il y a pas de couloir. rouge. Bon. Alors, Ah, c'est pas- On va vous nous noter- dites, on vous va pouvez noter faire tout le ce- clap, faites-nous le clap. Non, non, c'est pas- mais le rouge, on le voit comment D'accord. On est toujours en rouge. Alors nous recevons Christian Coutenceau pour parler des écosystèmes innovants. Alors les écosystèmes innovants, c'est quoi? C'est des régions, des clusters, des ensembles de villes, d'entreprises qui à un moment donné créent une dynamique d'innovation particulière et qui font qu'ils créent de la valeur. Alors, d'après vous, Christian, quelle est la singularité d'un écosystème innovant? Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème innovant? Et y a-t-il différents types d'écosystèmes innovants sur la planète? Alors déjà, sur la partie, ce serait bien qu'on s'entende sur la définition d'un écosystème. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Avant qu'il soit innovant, Oui. déjà, faut-il qu'il existe. Qu'est-ce que c'est qu'un Donc, un écosystème? écosystème, c'est un ensemble d'acteurs qui vont vivre, on parle en économie, au niveau économique, qui vont vivre ensemble dans un certain équilibre. Voilà. Donc ça, c'est un écosystème qui va s'équilibrer. Donc je parle un peu sous contrôle du biologiste. Ouais. Après, qu'il soit innovant, pourquoi faire? Pourquoi il faut être innovant? D'abord, l'objectif premier étant de survivre à minima et de se développer. Voilà. Ouais. Alors, se développer dans un environnement extrêmement concurrentiel aujourd'hui, effectivement, ça ne va pas demander de passer par l'innovation. Ça va Donc, demander de passer par l'innovation. Voilà. Donc, Pourquoi? Parce que d'autres gens sur la planète innovent et que si on n'innove pas, petit à petit, on est dépassé par les événements. alors, moi, j'ai plutôt sur l'innovation, moi, j'ai plutôt une approche market pool plutôt que techno push. Je m'explique. Ouais, expliquez. C'est-à-dire que moi, je vais plutôt aller vers les marchés que pousser des technos de force vers les marchés. Vous êtes un peu dans une position d'adaptation à l'évolution de la demande. Exactement. La technologie pour la technologie, non. Là, vous avez une position, par exemple, très différente de celle de Steve Jobs qui disait j'ai jamais testé, j'ai jamais demandé à mes utilisateurs s'ils avaient besoin d'un ordinateur. Ils m'auraient dit de toute façon non. Donc, j'ai proposé dès le début billes en tête, mes ordinateurs. Donc, là, vous avez une position plus Non. assez classique Je marketing. pense que Steve Jobs était market pool. Ah, d'accord. Dans l'offre d'Apple, Mmh. je ne vois pas d'avancée technologique majeure. Ce que je vois, À l'origine, il y avait une dimension de Oui, rupture. oui, mais C'est un peu l'inventeur de. Moi, je suis plutôt sur l'Apple d'aujourd'hui. Ah oui, oui, bien Donc, sûr. Là, il est beaucoup plus dans l'amélioration il y avait- continue. non, même il y a, quand Mm. l'iPod a été lancé, Mm. etc., quand Steve Jobs est revenu Mm. pour relancer Apple, qui n'allait pas très très bien, Mmh. il a aggloméré un certain nombre de technologies, mais il a surtout été, Steve Jobs, Apple, on va dire, Mmh. il a surtout inventé autour des business models et des pratiques. Le pay-per-use, le paiement à l'usage, etc. Et surtout, ils ont été les premiers
à offrir un panel de services ou à enfermer le end user, le client final, dans un univers de services qui fait qu'il ne pouvait plus s'en sortir après, donc autour de l'iCloud, etc. Oui, Aujourd'hui, ce j'ai que un vous voulez carnet dire, d'adresse, mais ma boîte aux lettres sur Apple à minima. Après, il y a tous les autres services qui vont avec. Oui, Y compris c'est-à-dire les que paiements. C'est pour ça que il- Apple n'a jamais été vers les paiements sans contact de type NFC et que l'iPhone 6 est enfin NFC. Et là, c'est une rupture dans leur modèle, clairement. Je ne suis pas sûr que Steve Jobs l'aura accepté. L'innovation, là, vous le soulignez de manière très intéressante, l'innovation, ce n'est pas uniquement le produit, ce n'est pas uniquement la technologie, ça peut être aussi le service, ça peut être aussi le management, ça peut être la qualité des processus, Ah oui? ça peut être beaucoup de choses, l'innovation. Ah bah oui. Alors, on a parlé un peu des écosystèmes. On a un biologiste parmi nous, Jean-Charles, qui est un des plus grands biologistes français d'ailleurs. Vous le dites. Vous insistiez pendant qu'on préparait l'émission, vous insistiez sur la partie diversité, biodiversité qui caractérise un bon écosystème. Oui, peut-être pour compléter le débat et refaire le lien avec la biologie. En fait, on entend par écosystème quand même un lieu, un endroit, ce qu'on pourrait appeler un biotope, dans lequel il y a une série d'acteurs. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas d'écosystème si ce n'est pas localisé à un endroit donné, même si les limites ne sont pas franchement et d'ailleurs très rarement établies. Donc il faut un endroit, le biotope, et il faut des acteurs. Et ces acteurs sont différents, ce qu'on appelle donc la biodiversité. Et donc un écosystème, c'est un ensemble où des acteurs complètement différents, voire complémentaires, interagissent ensemble. Ce qui est donc, par exemple, intéressant si on utilise ce terme pour un écosystème animal. On peut utiliser ce terme pour un écosystème microbien. Hein, ça peut être des bactéries, des levures. Et puis on utilise ce terme-là aussi en économie, en politique, dans des tas de domaines. Là où ce serait intéressant aussi de se focaliser, c'est est-ce qu'on est en train de parler d'innovation dans un écosystème ? Et on peut décrire des innovations qui existent dans un écosystème où les acteurs sont différents, ou est-ce qu'on parle d'écosystème innovant ? Ce qui est quand même différent, puisque si on parle d'innovation dans un écosystème, on peut repérer certains acteurs, s'apercevoir que l'un ou plusieurs d'entre eux créent des choses nouvelles, quelles sont les implications, et étudier les actions, les interactions entre ces acteurs. Une action de type pull, une action de type push, ou des choses comme ça. Par contre, si on parle d'écosystème innovant, on peut retomber sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans le débat sur le travail collaboratif, l'intelligence collective. Et moi, ce qui peut m'intéresser dans un écosystème innovant, c'est de me dire, est-ce que c'est l'écosystème, donc cette richesse, cette biodiversité qui crée l'innovation ? Autrement dit, dans une entreprise, est-ce qu'on peut imaginer que la diversité et la façon dont on travaille avec cette biodiversité permettent de créer quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est la même chose au niveau d'un marché ? Est-ce que c'est la même chose au niveau d'une économie ? Et là, on parle d'écosystème innovant. On peut aussi introduire la notion de communauté apprenante, c'est-à-dire des ensembles de gens différents qui vont apprendre ensemble en marchant. L'expérimentation, on a parlé de la notion de risque, prendre des risques, analyser ces risques, en tenir compte. Et donc toute cette démarche-là est une démarche d'écosystème. Sinon, je pense qu'on peut être un peu réducteur et juste étudier certains acteurs et leurs interactions entre eux, pull, push, ou bien une interaction de type client, consommateur, hein, ou autre de type vendeur, acheteur. Et là, on s'intéresse à certains axes, certains acteurs de l'écosystème. Donc, peut-être une question à poser à notre invité, de dire, par son expérience, à quel moment s'est-il rendu compte qu'un écosystème, un ensemble d'acteurs vraiment très différents, pouvait être innovant ? Et donc de dépasser juste une simple somme, mais peut-être de se trouver sur le niveau de la multiplication ou de l'intégration. Quelque chose de plus systémique. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit au niveau de la biologie, que je trouve extrêmement intéressant. C'est-à-dire, l'écosystème doit-il innover ? En fait, l'écosystème, c'est quoi sa finalité ? C'est à minima de survivre, et ce qui est encore mieux, de se développer. Pour se développer, il se doit, en termes humains, d'innover. Et c'est quoi innover ? C'est se transformer. Se transformer pour s'adapter aux changements environnementaux, enfin de l'environnement concurrentiel. Et là, on arrive sur la théorie de Darwin. Tous ceux qui ne s'adaptent pas finissent par disparaître. Donc, et là, je pense qu'on est clairement dans ce cas de figure-là aujourd'hui. C'est-à-dire, soit moi, entreprise, mon
entreprise et mon écosystème pour la filière du textile des années 70, soit je mute et je m'adapte et je survis, soit je ne mute pas et la pression concurrentielle est telle que je disparais. Ce que peut-être vivre d'autres filières, entre guillemets, aujourd'hui. Alors, après, on peut revivre et réapparaître sous une autre forme, qui va être le textile innovant, le textile intelligent, le textile connecté, le textile qui soigne, etc., etc. Ce qui est en train de se faire sur la région Nord, je crois qu'il y a des choses tout à fait intéressantes qui se font autour de ça. Donc, pourquoi je dis tout ça? C'est-à-dire qu'innover pour innover, je ne vois pas l'intérêt. Innover pour se transformer petit à petit et muter et évoluer et à minima survivre, mais encore mieux se développer. Pourquoi? Pour créer les emplois qualifiés de demain. C'est ce qu'on veut. Donc à ce moment-là, oui, il faut innover. Et donc l'écosystème ne sera innovant que s'il est capable, s'il a les facultés de se transformer. Pour avoir les facultés de se transformer, il faut qu'il y ait une volonté des acteurs, d'une part, à travailler entre eux, et ensuite, à avoir vraiment pris conscience que demain n'est pas hier. Donc pour aller sur demain, il faut que je bouge. Il faut que je bouge, je ne peux pas. Aujourd'hui, il est impossible de bouger tout seul. Il faut qu'il y ait cette volonté et en même temps la façon de la travailler ensemble. Sinon, Oui. on observe une innovation dans un écosystème. Et Oui, bon, en bocal. Oui, mais on peut imaginer que dans une entreprise, par exemple, l'innovation ne soit portée que par un secteur, une personne ou un service. Et donc, on observera cette innovation dans l'entreprise. Et finalement, Il est au toujours global- embêtant d'avoir raison tout seul. Oui, mais oui, bien sûr. Et on voit bien que sur les marchés, c'est jamais le premier qui gagne, mais c'est toujours le suiveur. Mais ce qui est compliqué, c'est de stimuler l'innovation au niveau de l'écosystème, c'est-à-dire de manière globale ou systémique. Autrement dit, aujourd'hui, peut-être que les entreprises doivent se poser la question de travailler différemment ce mouvement vers l'innovation, de manière beaucoup plus intégrée, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des parties prenantes, des constituants de l'entreprise, pour pouvoir avancer vers cette innovation. Oui, il y a une triple dimension. La première dimension, c'est qu'on n'invente pas seul. C'est que l'invention naît dans un terrain fertile et où la personne elle-même bénéficie de toute une éducation, etc. D'ailleurs, dans le dernier Express, il y a un interview de Bill Gates qui explique pourquoi il est l'Afrique. Il dit, tout de même, je suis conscient que moi, même Bill Gates, si j'étais né en Afrique, je n'aurais jamais pu développer Microsoft. Je n'aurais jamais pu devenir milliardaire, même si je suis génial et même si Donc je on suis est dépendant du biotope dans lequel on est dépendant du Donc, biotope. Et après, il y a aussi l'aspect inverse, c'est-à-dire la manière dont le biotope, après m'avoir nourri, va me permettre aussi de me développer, parce qu'il y a des biotopes très nourrissants, mais qui ne sont pas obligatoirement fertiles au niveau du développement. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes françaises partent dans la Silicon Valley, parce qu'ils peuvent recevoir en France une très très bonne éducation, extrêmement appréciée dans la Silicon Valley, mais ils disent eux-mêmes qu'ils auraient le plus grand mal à développer leur activité en France. Donc on retrouve le parallèle avec on retrouve le parallèle avec la biologie, c'est-à-dire les échanges entre les cellules, je dirais les communications, les échanges, les interactions. Quand un micro-organisme change de milieu, même temporairement, le type d'information qu'il recueille, on ne va pas appeler ça du benchmarking en microbiologie, mais c'est exactement ça. Et qui par la suite implique des transformations jusqu'à des mutations génétiques. Donc une entreprise qui réfléchit à une stratégie, qui réfléchit à l'innovation, si elle va se frotter à d'autres cultures, si elle se déplace, elle se retrouve par comparaison dans la même situation qu'un micro-organisme ou un animal qui changerait à un moment de milieu et qui en reviendrait enrichi. Oui, au ministère de la Recherche, on avait fait une recherche sur comment on trouve. C'est le général de Gaulle qui disait on a besoin de chercheurs en France, mais de trouveurs. Donc, Il me semble. on avait longuement cherché sur comment on trouve, et on avait trouvé une chose tout à fait étonnante et qui va contre toutes les habitudes et les idées reçues, c'est que les gens qui trouvaient, c'était des gens qui avaient changé de spécialité, typiquement Einstein, qui était un mathématicien qui s'intéressait à la physique, et
les taux de trouvailles doublaient si c'était des personnes qui non seulement avaient changé de discipline dans leur vie, donc vivent la transdisciplinarité, et en plus, s'ils venaient de l'étranger. Et on a un autre recoupement, disons, de cette information avec les Américains qui, après avoir fait beaucoup de recherches sur comment on trouve, ont découvert que aux États-Unis, c'est beaucoup la deuxième génération d'émigrés qui inventent. Donc, en fait, c'est être 2 fois déplacé, d'où l'importance de ce que tu dis, c'est-à-dire ce côté transportation de l'information, hybridation de l'information. Mais à ce propos, là, je voudrais poser une question, puisque dans l'univers des politiques publiques de développement de l'innovation, on a assisté ces 10 dernières années à des tentatives de création de clusters, d'écosystèmes basés sur une localité et visant à rassembler des compétences. Bon, Toulouse, c'est l'aéronautique, Oyonnax, c'est la plasturgie, la région Nord, ça aurait été les matériaux, les nouveaux matériaux, les nouveaux textiles, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que il n'y a pas une certaine contradiction en disant je veux faire une accumulation de compétences, et ce qui se comprend d'ailleurs, puisque si je suis dans un domaine, je suis seul et j'ai du mal à me défendre, et la nécessité de diversifier. Alors, vous faites référence à la région, aux régions, aux collectivités territoriales, autour de ça. Donc, et aux pôles de compétitivité aussi. Oui, qui sont des clusters. Oui, les clusters. Qui sont sur une région. Donc, aujourd'hui, moi, je considère qu'une collectivité ou une région est soumise aux mêmes pressions concurrentielles qu'une entreprise. À partir de là, oui, parce que une entreprise qui veut s'implanter, ou un groupe qui veut s'implanter quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il met tout le monde en concurrence par rapport à, et qui va mieux le répondre à ses enjeux. Donc, l'entreprise, le territoire qui répondra le mieux à ses enjeux fait qu'il sera choisi. Au-delà d'un certain nombre de prérequis, les infrastructures, les accueils, ce qu'on appelle le welcome package, un certain nombre de choses qui doivent faire la différence. Et cette différence, elle va se faire que si le territoire en tant que tel a lui-même une stratégie. Oui. Qui suis-je? Où je serai, moi, région, dans 20, 30 ou 40 ou 50 ans? Est-ce que je serai là où il faut être pour le textile innovant, là où il faut être pour pour tout ce qui est smart cities et énergie, tout ce qui est économie d'énergie ou énergie positive, etc., où je suis. Et quand on regarde aujourd'hui autour du monde, il y a très très peu de territoires. Et quand je dis territoire, je ne pense pas administratif, qui peuvent se targuer d'avoir une identité aussi forte, une stratégie aussi claire, à part quelques-uns, Silicon Valley, etc., etc. Donc je pense que fondamentalement, une région, au-delà de sa frontière géographique, pour moi une région, c'est des communautés de pensée et des communautés de pratique, et des enjeux partagés. Ce qui veut dire que la région Lille, c'est la région Nord-Pas-de-Calais, mais peut-être aussi les Flamands, mais pas les Wallons, et puis pas la Picardie, parce que la Picardie veut pas. Donc, ce qui veut dire que la région en tant que telle est une entité qui n'est pas celle qui sera fixée par des frontières. À partir du moment autour de ces enjeux partagés, le deuxième point, c'est d'apprendre à travailler ensemble. Il n'y a pas d'un côté les politiques et les fonctionnaires territoriaux, d'un autre côté les académiques, et ensuite les entreprises, et j'en oublie peut-être. Tous ces gens vivent dans le même endroit et sont soumis aux mêmes et connaissent les mêmes problèmes. Donc il faut apprendre à travailler ensemble, sortir du millefeuille pour construire une stratégie commune qui vont aller attaquer des marchés
commun est bien entrepris par tous. Alors ça veut dire que derrière, on va jouer sur des champions et on va travailler sur des écosystèmes. Dans ces écosystèmes, on va les interconnecter aussi avec d'autres. C'est-à-dire que certains appellent ça l'interclustering. Il est extrêmement important d'avoir une présence internationale aujourd'hui si on veut exister. Ce qui veut dire que ces écosystèmes vont être en interaction permanente avec d'autres. Mais je peux pas être avec tout le monde. Je peux pas embrasser tout le monde. Donc, Oui, il faut que je fasse des choix. Et ces choix vont se baser sur des savoir-faire, des domaines d'excellence qui ont été identifiés au niveau territorial et que je vais sublimer, encourager. Et donc toute mon action va tourner là-dessus. Si on reprend la question qui nous a animés au départ par rapport à l'écosystème, un écosystème, c'est tout sauf un cluster, c'est tout sauf un millefeuille. Par contre, quand vous évoquez les smart cities, si on parle de hub de créativité, là on est dans des écosystèmes, puisqu'il y a de l'interaction. Et l'idéal, c'est quand même d'avoir des écosystèmes locaux, puisque c'est quand même important aussi le face-à-face, le lien avec le territoire. Et ces écosystèmes locaux sont connectés avec d'autres endroits souvent très éloignés, mais avec lesquels il y a beaucoup de communication. Et donc, souvent, on a créé des clusters, on a créé des organisations, on a créé des agrégations. Et aujourd'hui, si on ne veut pas les transformer, il faut les transformer en écosystème. Enfin, si on ne veut pas les transformer tels quels, il faut peut-être les transformer en écosystèmes, voire les relier à d'autres vrais écosystèmes, et de jouer beaucoup plus sur ce que vous avez décrit, qui est le travail ensemble, la façon de travailler en interaction. Et je reviens à ce qu'on a dit au début, la biodiversité est fondamentale, parce que dans un écosystème, si tous les acteurs sont clonés, les biologistes vous diront que le clonage, la monoculture, c'est impossible de créer un écosystème avec du clonage et de la monoculture. Donc je pense qu'il faut créer un ensemble d'environnements qui permettent la création d'un écosystème. Et un cluster, c'est quelquefois du clonage, c'est quelquefois de la monoculture, parce qu'on veut mettre ensemble à un endroit donné des gens qui se ressemblent ou dont on se dit qu'ils pourraient travailler ensemble. Mais s'ils ne travaillent pas ensemble, vous ne le transformerez jamais en écosystème. Oui. Alors, donc, oui, je vous rejoins complètement. C'est est-ce que j'ai envie de travailler avec l'autre? Si j'ai pas envie, en gros, je vais être très court. On intègre une entreprise, t'as pas envie de travailler avec nous? Tu sors. Je suis désolé, tu sors. Parce que là, tu vas juste nous paralyser. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment plus le temps. Première chose, donc est-ce qu'on a envie? Donc je suis un peu sec, mais je pense qu'à un moment, il faut poser les choses sur la table. Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Oui. Est-ce qu'on partage des vues communes? Non, à ce moment-là, on va en discuter et on va essayer de construire une vision commune. On va construire une vision commune et ça va être notre driver. Ça va être notre driver. On va tous pousser dans ce sens-là et tout le monde tous s'étirer et tout le monde va adhérer. Et là, ça va fonctionner. Oui, mais si on n'a pas envie de travailler je vais prendre un exemple. Un territoire qui lance des appels d'offres, des marchés publics, sans encourager l'expérimentation de ces champions locaux, je pense qu'il y a un problème. Parce que si c'est pas lui qui le fait, si vraiment ils sont bons, c'est d'autres qui vont le faire, mais ils partiront. Donc c'est quand même un peu embêtant qu'on ait formé nos jeunes, qu'on ait des gens de talent pour aller s'installer en Chine, aux États-Unis ou en Israël ou peu importe. Alors qu'on a tout ici. Alors il y a des territoires qui le font très très bien ça. Je pense par exemple au Var qui a pris le risque d'installer des cabines de télémédecine pour lutter contre les déserts médicaux. Ils sont en expérimentation pure. Ils ont pris le risque. Et du coup, ils fixent quelque part des savoir-faire localement. Et donc tout un écosystème va se créer autour de ça. Et pas seulement au niveau de l'entreprise, mais au niveau de la recherche. Les fonctionnaires aussi vont apprendre à travailler. Territoriaux vont apprendre à travailler sur ce type de pratique. Tout ce qui est autour du médical, les pompiers, etc., le SAMU. On crée un écosystème. Et en plus, ça devient un démonstrateur mondial qu'on peut exporter. On a tout dans les mains. On a tout pour réussir. Le seul point, c'est j'accepte de travailler avec les autres. Donc, ça me fait plaisir de travailler avec les autres. 2, j'accepte de prendre des risques. Oui, et puis cette dimension de biodiversité qui n'est pas contradictoire avec le fait d'avoir un projet. Je crois que c'est ça aussi qui est ressorti, c'est-à-dire qu'on est, comme dans beaucoup d'enjeux systémiques et complexes, on n'est pas dans le ou, on est dans le et. Oui. Il faut à la fois avoir un projet clair, mais en même temps, à l'intérieur de ce projet, cultiver la biodiversité, des gens venus d'horizons très très différents,
pour nourrir les choses. Et en plus, c'est extrêmement enrichissant. On peut se dire, on fait un cluster autour de l'automobile et avoir des sociologues, des gens qui font de la nourriture, et travailler autour d'un grand projet du style mobilité, mais avec des gens, une très grande biodiversité qui crée la richesse et la question, c'est de se demander si la l'innovation. biodiversité. La question, c'est de se demander est-ce que la biodiversité est un plus ou est-ce qu'elle est un fondamental? Parce que si vous prenez une équipe de football qui veut gagner une compétition internationale, il y a intérêt à ce qu'il y ait de la biodiversité dans les postes, dans les qualités, si vous réunissez les 11 meilleurs gardiens de but du monde, vous ne gagnerez jamais. Là, il y aura du clonage. Et pourtant, vous pouvez prendre les 11 meilleurs gardiens de but. Donc, la biodiversité est obligatoire pour un écosystème. Il n'y a aucun écosystème qui existe sans biodiversité. Après, est-ce qu'un écosystème doit être innovant ou pas? La question, ça serait, est-ce qu'on peut imaginer de l'innovation sans biodiversité? Est-ce qu'on peut imaginer de l'innovation en dehors d'un écosystème? Ou alors de l'innovation qui soit dans un endroit où juste l'un des acteurs ait amené l'idée nouvelle? Là, ce à quoi vous faites référence, en fait, c'est où on met le curseur entre l'efficacité et la résilience. Parce que la notion de biodiversité, elle apparaît avec la notion de résilience. En fait. C'est-à-dire qu'effectivement, en cas de rupture, de besoin d'innovation, etc., on s'aperçoit qu'il faut de la biodiversité pour créer une multiplicité de possibles qui permet de s'adapter. Enfin, vous connaissez bien ça en biologie. Par contre, ce qui fait qu'il y a un appauvrissement du système dans sa complexité, c'est quand il veut être hyper efficace à un moment T, et où là, effectivement, on tombe assez rapidement dans du clonage, en tout cas par adaptation, hyper-adaptation, à un moment T. Mais à ce moment, on rentre dans une période de pauvreté. En termes de richesse de la diversité, et donc de capacité d'adaptation. Donc tout dépend où on met le curseur. Et c'est vrai que les entreprises, ces 20 dernières années, sont beaucoup tombées dans le clonage par souci d'efficacité pure, mais du coup, ça les rend fragiles et ça les rend peu résilients, comme d'ailleurs le problème qu'on retrouve dans les cultures, en fait. C'est ça le problème du clonage, c'est la question de l'adaptation d'une culture clonée par rapport à une culture sauvage. Moi, je vais sortir un petit peu des concepts, là. Je vais être extrêmement trivial et pragmatique. Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui 2000. Chaque enfant qui est né en France, aujourd'hui, naît avec une dette de 30 000 euros. Uniquement dette d'État. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Non. Moi, je ne me résigne pas. Non, j'ai 3 enfants. Il faut devenir innovant. Donc, par rapport à ça, soit on y va ensemble, on rentre en résistance, ou en résistance, c'est plus que la résistance, soit on y va ensemble, et on gagne ensemble, soit on perd tous ensemble. Et on se projette sur le long terme. Et ça commence très tôt. C'est premièrement, je me réforme pour m'adapter. Aujourd'hui, les États-nations, ils sont pas adaptés à la mondialisation. Donc, il y a une décentralisation qui se fait. Donc, les métropoles prennent la main. Et dans ces cas-là, il faut que l'État-nation se réforme. Mais ça voudrait dire quoi, se réformer? Eh bien, aujourd'hui, une vision partagée. Alors moi, je ne suis pas un expert en tout. Mais je pour parler des enfants, c'est-à-dire former. Donc, il faut réformer l'éducation nationale. Quand on voit nos classements, c'est une évidence. Former nos enfants pour qu'ils apprennent à apprendre et surtout qu'ils soient capables de se positionner sur les métiers de demain. On sait que 8 métiers sur 10 seront porteurs dans 10 ans sur le marché n'existent pas. Donc soit j'ai des enfants qui savent s'adapter et prendre ces métiers, donc suffisamment, ils ont les bases et puis suffisamment intelligents et adaptables pour se saisir de ces métiers, soit ils ne le seront pas. Ou bien les créer, ces métiers. Et alors ça, c'est encore mieux. Oui, là, ça donne. J'aime beaucoup. Il y a une bonne. C'est parce qu'on dit souvent que. Moi, j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais on dit souvent qu'il y a à peine 10 à 15% des offres d'emploi qui correspondent à un demandeur d'emploi sur le marché, dont le profil correspond exactement. Et ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Et si on prend les 90 autres pourcents qui réussissent leurs offres d'emploi, leur entrée dans le marché de l'emploi, ceux-là correspondent à un certain pourcentage de l'appel. C'est-à-dire que
15 à 20% de ce qui est demandé en urgence par l'entreprise sont capables de le faire. Et le reste, c'est la façon dont ils seront capables de montrer au moment de l'entretien et par leurs expériences les possibilités de créer des choses. Et quand on regarde aujourd'hui, si vous interrogez des jeunes cadres ou même dans le middle management et autres, vous allez vous rendre compte que s'ils sont en poste depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, presque l'essentiel de leur poste, pour certains d'entre eux, ils l'ont créé eux-mêmes. Ou ils ont créé des possibilités, je ne vais pas dire d'intrapreneuriat, mais en tout cas, ils sont actifs aussi. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les métiers, bien sûr. Il y a beaucoup de métiers techniques où, quand vous êtes embauché sur un métier particulier, vous devez vous exécuter. Mais pour le type de... beaucoup de métiers sur lesquels nous formons, je pense que c'est important aussi de dépasser, bien sûr d'être adaptable, mais d'aller plus loin que l'adaptabilité et de se dire, soyez innovants, soyez aussi innovants jusqu'à dans ce que vous proposez aux entreprises. Et on a même imaginé d'inverser le job dating, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer demain des jeunes qui reçoivent des patrons, des RH, et qui leur disent, voilà, moi, le type de projet que je peux avoir. Peut-être que là aussi, dans un écosystème innovant, il faut revoir la façon de faire interagir les collègues de travail, ceux que l'on emploie. Alors c'est intéressant ce que vous dites à plusieurs titres. Parce que moi j'ai vécu ça. On parlait des générations, on parlait des générations Y et Z. Aujourd'hui, donc, ces gens qui arrivent sur le marché du travail, ils le sont pour un bon nombre aussi, pour eux, c'est quoi l'entreprise? C'est des stages à répétition, on ne veut pas de moi, la stabilité financière et économique. Ils ont vu leurs parents se faire shooter des entreprises, puisque réorganisation, etc. Pour eux, la stabilité, c'est un acquis. La sécurité, c'est acquis. Ils ont jusqu'à l'âge de 30, 32 ans, pendant 10 ans après leur fin des études, 8 à 10 ans, ils ont passé de stage en CDI. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, travailler en mode projet, c'est ancré. Le projet ne me plaît pas, je m'en vais. Moi, je l'ai vécu. Formé. Oui, bon, ça m'intéresse plus. Ou alors, ils partent, mais parfois même pour rien du tout. C'est 100 € de plus. Aucun attachement à l'entreprise. Et je dis, ils ont raison. On ne récolte que ce que l'on sème. Donc, ils nous le font payer. Et oui. Donc, soit aujourd'hui, on crée... c'est un peu carré du sujet par rapport à tout à l'heure, mais peu importe. On crée les conditions d'accueil des jeunes générations sur le marché et on leur ouvre les bras. Parce que quand on voit des annonces, 25 ans, 10 ans d'expérience, bac plus 10, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Parfaitement bilingue anglais, voire trilingue. Une troisième langue serait bienvenue. Je me dis, personne qui écrit cette annonce, c'est juste des fous furieux, quoi. D'abord, ils cherchent qui? Ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. Donc, soit l'entreprise, effectivement, elle doit être en avance de phase par rapport à sa gestion de ses compétences sur les marchés sur lesquels elle sera demain. Donc, ça veut dire qu'elle a une vraie vision. Et à partir de là, elle va gérer des compétences, mais pas toute seule dans son coin. Et c'est là que la collaboration avec le territoire est extrêmement importante en disant, moi, mes tendances, c'est ça. Donc, je vais avoir besoin d'une gestion des compétences comme ça. De telle typologie de compétences. Et donc je suis sûr que le moment venu, je saurai les trouver sans aller chercher soit à cloner ou le cas parfait qui n'existe pas. Ça, c'est le premier cas de figure. Rappelez-moi ce que vous disiez. L'autre point, c'était... Mais on partait sur un truc qui me passionne. Là. Oui, d'autres points également. On a le même problème sur les seniors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les carrières dans l'entreprise, c'est de 30 à 45 ans. Ouais, 48 ans. Après, on les sort. Mais les gens, la retraite officielle était 62 ans. Enfin, ça dépend lesquels. Mais il faut se caler sur 67 ans. Les caisses sont vides. Comment va-t-on faire travailler les gens entre 50 et 67 ans? C'est des gens qui ont de l'expérience, qui portent des vrais savoir-faire. Il faut absolument accompagner ces carrières. On va pas à l'école, on sort pas à l'école à 24 ans, on n'y retourne jamais. Donc c'est un vrai capital immatériel qu'est l'entreprise. Et souvent des gens qui ont un attachement à l'entreprise. Donc il faut les conduire. On ne peut pas construire une économie sur des gens en jouant des gens qui n'ont que 15 ans de carrière ou 20 ans de carrière. C'est juste impossible. Aujourd'hui, il faut que les gens
ils avaient 40 à 45 ans de carrière. Voilà. Donc on doit jouer sur les deux tableaux. Et ça se joue au niveau de l'entreprise, mais pas seulement, aussi, mais ça se joue aussi au niveau des territoires, voire au-delà. Donc, donc ça veut dire que je dois gérer mes compétences dans la durée, et ma transmission des compétences dans la durée, et l'évolution de mes compétences dans la durée. Et puis l'acquisition des connaissances ou des compétences, je veux dire, normalement, elle se fait tout au long de la vie, je dirais, Oui. de l'université, l'école. On apprend jusqu'au jusqu'à travail. sa mort. Si on parle d'écosystème, les acteurs de l'écosystème se transforment eux-mêmes. Donc un jeune qui répond à une offre d'emploi et qui fait force de proposition pour développer des choses, il se comporte comme un acteur différent d'un autre qui va faire évoluer l'écosystème. Oui, mais on vous entend. Non, j'ai une réflexion. Je trouve ça. Enfin, j'entends un discours un peu théorique et j'entends des gens me dire d'un côté, j'entends. Oui, c'est bien beau tout ça, mais comment moi, région, je peux essayer de faire cette adaptation des compétences qui permettrait aux entreprises de trouver des profils types dans 15 ans, sachant que j'ai bien souvent peu de retours dans les entreprises. Et parallèlement, les DRH que je rencontre me tiennent le discours à peu près inverse, qui disent je suis face à pas des écosystèmes, à des structures qui ne sont pas capables d'entendre mon discours prospectif. Comment vous vivez ça, vous, de votre côté? Alors, je pense qu'il y a deux chemins qui se déroulent en parallèle et qu'on ne se parle pas de jamais. Entreprise ne se parle pas, enfin, moi je suis entreprise, certainement, je ne parle pas avec le territoire, ou très peu, et l'académique, très peu aussi. Il faut qu'on apprenne à se parler, à travailler ensemble et construire des projets ensemble. Mais c'est pas un peu... Il faut que... En fait, pourquoi ça peut Comment on marcher? pourrait Mais faire? non, mais ça c'est intéressant. Comment on pourrait En faire? fait, il faut construire un projet commun. Moi, je parle d'entreprise. J'ai des enjeux. À minima, c'est ma survie, mais mon développement international, national, ou vers de nouveaux marchés. Ces enjeux, comment le territoire va pouvoir m'aider à y répondre? Alors moi, je vais faire référence à quelque chose qui s'appelle l'APM, la décision pour le management. Ce sont des petits groupes de 15 à 20 dirigeants qui partagent le problème, qui se rencontrent une fois par mois, à peu près. Une fois par mois. Oui, une fois par mois. Et qui discutent entre pairs de leurs problèmes. On peut tout à fait sourcer auprès de ces gens-là, qui ont quand même 25 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, il y a 4000 groupes en France. Comment vous faites pour réunir les dirigeants? Comment on pourrait faire réunir les dirigeants d'entreprise autour d'un projet commun qui va être autour de la construction de filières ou d'écosystèmes, par exemple sur le textile intelligent. Je préfère sur des choses palpables, parce que l'écosystème innovant, c'est un peu nébuleux. C'est quoi? Dès qu'on dit, voilà, je vais aller demain me projeter sur les textiles innovants, comment on y va ensemble, là, c'est déjà un peu plus parlant. C'est quelque chose de palpable. Et là, les champions, on les réunit autour, et puis les académiques, la région, et la région devient en fait l'animateur de la chose. Il ne fait pas la place d'eux, c'est pas la région qui va aller chercher les clients, les entreprises, c'est qui va aller chercher l'entreprise, mais elle va aider à. Ça, c'est ma vision. Ma vision autour d'un projet commun, une région animatrice qui va investir sur les projets qui sont liés au domaine d'excellence de la région. Est-ce que vous avez des exemples? Non, ça n'existe pas. Bah, c'est pas tout à fait vrai. Je sais que sur Lyon, il y a des choses qui sont faites autour des Smart Cities qui sont extrêmement avancées. Je crois savoir que sur la région Nord-Pas-de-Calais, il y a des choses qui sont faites sur toute la partie développement durable. New York, enfin en France, New York, le maire de New York a beaucoup travaillé sur ça. Non, mais il y a beaucoup d'exemples aussi dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est parce que il faut peut-être travailler plus sur la façon de les communiquer. Oui, voilà, de communiquer. Mais bon, ça, il y a pas mal d'expériences. Tout à l'heure, on a parlé du dialogue entre l'entreprise et l'académique. Ce dialogue, il a commencé il y a déjà assez longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il se forme autour de projets. On a parlé de pôles, de clusters, même si j'évoquais plutôt la notion d'écosystème. Mais
Quand on regarde aujourd'hui des expériences de certaines écoles et universités sur des projets d'étudiants basés sur des problématiques d'entreprise, on en trouve pas mal dans le Nord-Pas-de-Calais. On trouve aussi des endroits où la région crée des espaces qui sont propices à la rencontre, à l'innovation. Donc c'est des espaces qui sont neufs. Beaucoup sont subventionnés par le public, beaucoup de fonds privés aussi investissent. Il y a des entreprises privées qui développent elles-mêmes aussi ce qu'elles pourraient appeler en interne des centres d'innovation, des centres de co-design ou autres, dans lesquels elles peuvent aussi faire intervenir des étudiants, des doctorants. Donc il y a pas mal d'expériences. Peut-être que ça ne se voit pas trop à une certaine échelle parce qu'il n'y a pas un grand programme qui s'appellerait, je ne sais pas moi, rencontre entreprise académique. Mais on a parlé d'expérimentation, ces expériences elles existent. Le tout c'est de voir un peu comment on arrive, lorsque certaines se transforment, peut-être à les mettre un peu plus en lumière. Parce que on peut se déplacer aux États-Unis, Silicon Valley et autres, voir des choses, mais je pense que nous, il faut regarder ce qui se fait autour de l'île. Et même dans l'île, il y a quand même des expériences hyper intéressantes en développement du territoire, avec une part de fonds publics importante, où les entreprises et les centres de formation, d'enseignement supérieur et de recherche travaillent ensemble. Ça amène d'ailleurs une question qu'on va explorer, qui est au cœur de nos sujets en termes d'Institut de prospective internationale sur les écosystèmes innovants. C'est la question, est-ce que vous avez pu observer des caractéristiques d'écosystèmes innovants différentes? On parle souvent du modèle nordique, du modèle continental, allemand, sans parler du modèle de la Silicon Valley. Est-ce que vous voyez des sortes de diversité au-delà de cette dimension de cluster, des natures d'écosystèmes différents? Alors, je vais répondre un peu différemment. Ce que j'ai surtout vu, c'est des projets entreprises intéressants, donc, que j'évoquais tout à l'heure, autour de spin-off. On vu d'aller explorer des marchés ou des offres un petit peu décalés par rapport au business model traditionnel. C'est-à-dire des entreprises classiques qui se mettent à inventer une manière de, comme Renault l'avait fait avec certaines voitures, en cassant les codes classiques des processus internes pour permettre l'innovation, c'est ça que vous évoquez? Ou même l'externalisation, l'externalisation des projets innovants? Non, l'externalisation, oui. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer une entreprise à côté. Voilà, on crée une entreprise ou une spin-off, ou un GIE, qui aura libre cours pour aller explorer de nouveaux marchés. Voilà, donc, et faire appel aux ressources adaptées qui soient dans l'entreprise mère ou ailleurs, mais plutôt ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui est constaté. C'est même plutôt ailleurs. Et ceci pour gagner en agilité et aller explorer des stratégies de rupture qui sont peut-être à l'opposé du business model traditionnel. Vous pouvez donner un exemple de quelqu'un d'une entreprise qui fait ça, par exemple? Alors, si c'est pas indiscret. Non, c'est public. Pernod Ricard, L'Oréal, La Poste essaye quelque chose. Et puis il y a les grands qui ont toujours fait ça aussi. Il y a des entreprises qui sont très connues pour faire ça depuis toujours. Les sticks, celui qui fait des cols de Troisième, ah oui. C'est le modèle économique de Troisième, ça. C'est le roi de la spin-off. Ouais, alors il y a une phrase extraordinaire là dans votre livre, juste la première page. Les dogmes d'un passé tranquille sont inadaptés au présent tumultueux. Nous nous heurtons à d'énormes difficultés et nous devons nous montrer à la hauteur. Parce que notre situation est nouvelle, nous devons penser et agir de façon novatrice. Et c'est signé Abraham Lincoln, décembre 1862. Alors ça nous donne le sens de l'histoire et la manière dont l'innovation finalement a été toujours au cœur de l'histoire. Est-ce qu'en conclusion, on ne peut pas dire peut-être chacun une petite chose sur l'aspect
finalement singulier du moment qu'on est en train de vivre. Certes, comme le souligne cette phrase d'Abraham Lincoln, l'innovation a toujours été importante, mais est-ce qu'elle n'est pas plus importante encore aujourd'hui dans la transition fulgurante que nous sommes en train de vivre? Je ne peux pas dire mieux qu'Abraham Lincoln. L'histoire se répète. Il est clair que les États-Unis, à l'époque, ont su s'adapter, Ouais. que la France a su s'adapter en d'autres circonstances, etc. Donc moi, je suis extrêmement optimiste par rapport à l'avenir. C'est la mode d'être pessimiste en disant on est foutu. Non, on a beaucoup d'atouts. Et donc, on saura trouver les voies, de toute façon, j'en suis convaincu, pour retrouver et la croissance et l'influence que l'on avait au niveau international, qu'on a peut-être un peu moins, mais qui va revenir, ça j'en suis convaincu. Merci. Claude, est-ce que vous voyez une singularité dans la transformation actuelle, la mutation et l'importance de l'innovation? Est-ce que c'est une innovation d'un nouveau type? Est-ce que c'est plus urgent qu'avant? Est-ce que c'est d'une intensité plus forte? Ou est-ce que cela a une qualité différente par rapport aux besoins d'innovation que Lincoln souligne il y a environ 2 siècles déjà? Plus fort qu'avant, je ne sais pas si on peut le dire, parce qu'on trouvera dans le passé des périodes D'innovation extraordinaire. Oui, et même, pas uniquement, c'est pas tellement l'innovation, c'est le sentiment de bouleversement que l'on vit, qui n'est qu'à rapporter à certaines années de stabilité, alors qu'on a connu des périodes encore plus dures. Donc, ce qui me semble la caractéristique, c'est quand même qu'on renverse le rapport de l'individu à la collectivité quelque part. On ne sait pas très bien comment, mais on sent que ça se joue autour. Où on valorise un certain type d'individu qui, par ailleurs, est perçu comme très coopératif et très individualiste. On a les deux mêmes discours, les deux mêmes étonnements. Et j'aimerais bien vous interroger là-dessus, sur la jeunesse dite d'avenir. On la décrit à la fois comme hyper individualiste et hyper, et plus coopérative que notre génération a pu être. C'est en fait, c'est l'étonnement que j'ai, mais je ne conclurai pas là-dessus. Alors, transformation des générations, effectivement, ça c'est un vaste sujet. On pourra d'ailleurs faire une émission spéciale sur la génération Y, parce que je pense que c'est un très bon sujet. Et Z. Et alors, Jean-Charles, quelle est votre impression par rapport à cette transition fulgurante? Est-elle fulgurante et quelle est la singularité de ce besoin d'innovation qu'on ressent aujourd'hui par rapport à cette phrase d'Abraham Lincoln qui date maintenant il y a bien longtemps, mais qui semble être inventée aujourd'hui? Pour rebondir sur la phrase que je découvre d'Abraham Lincoln, avec laquelle je me sens tout à fait en accord, dans le sens où déjà Lincoln était quelqu'un qui savait ce que c'était que la biodiversité, en tout cas qui s'est battu pour ça, qui était sans doute quelqu'un d'innovant, puisque il a quand même compris quelque chose, qui était que si on voulait avancer vers le futur et le faire de manière intelligente, justement en travaillant sur ce renversement du rapport entre l'individu et la collectivité, en tenant compte de toutes les diversités, qu'on soit de peau noire ou de peau blanche, c'est quelqu'un qui, je pense, a libéré les chaînes. Et pour moi, je pense que si on va vers l'innovation, il faut libérer les chaînes. Il faut sortir d'un certain esclavagisme dans lequel on peut parfois, parce qu'on a une certaine place, et bien toujours accomplir les mêmes actes sous la dominance de certains. Et aujourd'hui, les entreprises ou même les sociétés, d'ailleurs, les organisations, les institutions, qui gardent cette façon d'amoindrir un peu l'individu, de le travailler d'une certaine manière, et qui sous-estiment, je dirais, le potentiel du collectif, eh bien, elle ne risque pas de former de futurs écosystèmes innovants. Merci beaucoup Jean-Charles, merci Claude, merci Christian. Je rappelle donc votre livre très très intéressant, surtout qu'il est aussi un exemple de biodiversité, puisqu'il y a des tas de profils différents. C'est un livre de collaboration, de co-design, de co-création, l'intelligence économique au service de l'innovation. Et je rappelle que c'est notre première émission, notre premier brique de Lego
de l'Institut de prospective internationale sur les écosystèmes innovants. Bonsoir à tous. Bonsoir.